Hey, salut à tous! Alors, vous aimez les pavés et le brouillard? Pas de problème! Aujourd'hui, on regarde Unmatched Cobble and Fog. Unmatched Cobble and Fog, c'est un jeu de la série des Unmatched. Il y a déjà plusieurs boîtes qui sont sorties et plusieurs boîtes qui vont sortir, et chacune de ces boîtes peut se jouer de manière totalement indépendante ou en combinaison avec les autres boîtes, puisque à chaque fois, en gros, ça rajoute des personnages différents et des plateaux de jeu, donc des terrains différents. Dans cette vidéo, je vais revenir brièvement sur les règles du jeu de base. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller voir la première vidéo que j'ai faite sur la première boîte de Unmatched. Je mets le lien dans la description. Mais si vous savez déjà jouer à Unmatched, n'hésitez pas à utiliser le chapitrage pour aller directement à la partie où je parlerai des différentes spécificités des personnages de cette boîte. Donc Unmatched, c'est un jeu d'affrontement dans lequel les joueurs vont incarner différents personnages, il y en a 4 dans cette boîte. Sherlock Holmes, l'homme invisible, le docteur Jekyll et Dracula. Et chacun de ces personnages a ses propres cartes et ses propres particularités au combat. Alors comment se déroule une partie de Unmatched? Au début de la partie, chaque joueur choisit son personnage favori et le place sur les endroits consacrés sur le plateau. Ici, donc, en jaune, on a Sherlock Holmes, qui commence avec son petit compteur de vie ici qui est à 16, et il est accompagné du Dr Watson. Donc le Dr Watson, ce n'est pas une figurine, c'est juste un petit pion comme ça, puisqu'il est un peu moins important, c'est pas grave s'il meurt, le Dr Watson. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas que Sherlock Holmes meure. Donc Watson, c'est l'acolyte, il vient ici, mais il a quand même droit à son petit compteur, et lui, il a seulement 8 vies. En face, on a le Dr Jekyll qui est ici, et le Dr Jekyll, lui, il n'a pas d'acolyte, il est tout seul, mais par contre, il est quand même un petit peu deux, parce que dans sa tête, il y a aussi Mr Hyde qui est pas très très loin. Enfin, il n'est pas totalement dans sa tête, il est aussi un petit peu dans son corps. Donc lui, il commence avec 16 points de vie, comme Sherlock Holmes. Chacun des joueurs prend également le paquet de cartes qui correspond à son personnage, donc chaque paquet de cartes est personnalisé avec des illustrations de chaque côté, même recto et verso sont des illustrations assez particulières, même chose pour le Dr Jekyll qui est ici. Et enfin, chaque personnage prend sa petite fiche qui récapitule son déplacement, le nombre de cases dont il peut se déplacer, et éventuellement le petit pouvoir qui est associé à ce personnage. Alors, on commence la partie avec 5 cartes en main, et à son tour de jeu, on va devoir faire 2 actions parmi 3 disponibles, et on va pouvoir faire 2 fois les mêmes ou 2 actions différentes. Donc les actions sont récapitulées sur votre fiche de personnage qui est recto verso. La première action possible, c'est de jouer une carte stratagème. Les cartes stratagèmes, elles ont le petit éclair et le bandeau jaune ici. Ces cartes, c'est très simple, je la joue, je fais l'effet qui est indiqué, et je la mets dans ma défausse. C'est tout. Donc par exemple ici, je joue ça, choisissez un adversaire, consultez sa main et choisissez une carte dont il doit se défausser. Voilà. Effet très simple, très classique. Hop, je joue ça, je fais l'effet, je le mets dans ma défausse, c'est la première possibilité, jouer une carte stratagème. Deuxième possibilité, je peux manœuvrer. Quand je manœuvre, je dois d'abord piocher une carte. Et ça, c'est obligatoire, puisque si à un moment dans la partie, je dois piocher une carte et que je ne peux plus piocher de carte, tous mes combattants, Sherlock et Watson, perdent 2 points de vie chacun pour chaque carte que je ne peux pas piocher. Donc ça peut être un élément qui précipite la fin de la partie, puisque à aucun moment on ne remélange sa défausse pour reconstituer son paquet. J'en profite aussi pour vous dire que vous êtes limité à 7 cartes en main à la fin de votre tour. Si vous dépassez cette carte, vous devez les défausser, mais uniquement à la fin de votre tour. Donc manœuvrer, comme je le disais, d'abord on pioche une carte, et ensuite, c'est la même action, c'est l'action manœuvrer, on peut déplacer ses personnages. Alors vos personnages, en fonction de celui que vous avez choisi, vont bouger d'un certain nombre de cases. Pour Sherlock Holmes, c'est 2 cases, ça veut dire que je peux bouger Sherlock et je peux bouger Watson de 2 cases chacun. Alors bouger, c'est simple, en fait je suis les lignes entre les cases, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, allez, on va s'approcher du Dr Jekyll, donc Sherlock va aller par là, et Watson va avancer par là pour qu'on puisse le prendre en tenaille. Voilà, donc ça c'est mon action de manœuvrer. À ce moment-là, lorsque je fais mon action de manœuvrer, je peux aussi décider de défausser une carte de ma main pour améliorer mon mouvement en fonction de la valeur de boost, qui est la valeur qui est inscrite ici, là dans le petit rond, de la valeur de boost de la carte. Par exemple, si je défausse... non, ça c'est plutôt une bonne carte. Bon allez, disons que je défausse cette carte-là, sa valeur de boost c'est 1. Ça veut dire qu'au lieu de me déplacer de 2, je peux me déplacer de 3 avec chacun de mes personnages. Donc j'ajoute la valeur de boost à la valeur de mouvement. Disons que, allez, je défausse cette carte, et je me rapproche un peu plus du Dr Jekyll. Voilà. Donc là, j'ai fait mes 2 actions. Ensuite, imaginons que le Dr Jekyll joue, et que le Dr Jekyll se rapproche de moi. Il va se rapprocher même... il va se rapprocher ici. Hop. À ce moment-là, je vais pouvoir vous montrer la 3e action du jeu, qui va être de taper. Alors, quand je veux attaquer un personnage, je vais utiliser des cartes qui sont dans ma main. Et là, j'ai 3 types de cartes. J'ai des cartes
rouges qui sont des cartes qui servent exclusivement à attaquer, des cartes bleues qui servent exclusivement à se défendre, et des cartes violettes qui peuvent servir à la fois à se défendre et à attaquer. Et vous remarquez que sur chacune de ces cartes, vous avez le nom de un ou plusieurs de vos personnages. Des fois ça peut être marqué tous, ça veut dire que tous les personnages peuvent les utiliser, mais sinon c'est exclusivement le personnage qui est indiqué ici qui va pouvoir les utiliser. Par exemple cette carte-là, ça ne peut être que avec le Dr Watson que j'attaque. Si Watson meurt à un moment durant la partie, cette carte-là ne me sera plus d'aucune utilité. Pareil, cette défense-là, ça ne peut être que si l'adversaire attaque Sherlock Holmes. Donc, comment ça se passe le combat? D'abord, la première chose à faire, c'est de regarder si votre personnage est un personnage de mêlée ou un personnage de distance. Et ça, c'est indiqué sur la feuille de personnage, la petite carte de personnage. Sherlock Holmes, par exemple, c'est un personnage de mêlée. Ça veut dire qu'il peut taper uniquement les personnages qui sont adjacents à lui. Donc typiquement, là, Sherlock Holmes, il n'est pas à côté de Jekyll, donc il ne peut pas l'attaquer. S'il était là, il pourrait l'attaquer. Le Dr Watson, lui, par contre, qui est un personnage de distance, et alors il a toujours la possibilité d'attaquer en mêlée, c'est-à-dire qu'il peut attaquer tout ce qui est adjacent à lui, mais surtout, comme il peut taper à distance, il peut taper depuis une case qui est de la même couleur que celle sur laquelle se trouve son adversaire. Donc si Watson est ici, il est sur la case bleu foncé. Comme Jekyll est sur cette case-là, qui fait partie de 3 zones en même temps, le Dr Watson peut tout à fait attaquer le Dr Jekyll à distance. Bon là, il n'a pas besoin, puisque de toute façon, il est à côté. Donc comment ça se passe? Le combat, c'est d'abord l'attaquant qui va choisir une carte de sa main pour déclencher le combat. Le Dr Watson, là, il a un petit pistolet à 5, là, un revolver de service, hop, il va choisir cette carte et il la place face cachée devant lui. À ce moment-là, l'adversaire a le choix, soit il laisse passer l'attaque, et dans ce cas-là, on révèle et boum, il se prend 5 points dans les dents, et là il doit diminuer son compteur de vie, si on tombe à 0, on est mort et on a perdu. Soit il va quand même se défendre, et il choisit une carte de sa main, qui est soit une carte violette, soit une carte bleue, puisque ce sont des cartes qui peuvent servir en défense. Pareil, il la joue face cachée, une fois que les deux joueurs ont choisi leur carte face cachée, il révèle, hop, et on résout le combat. Alors on regarde la valeur de l'attaque contre la valeur de la défense, et on fait la différence entre les deux, et le défenseur va perdre autant de points de vie. Donc là, 5 moins 3, ça fait 2, ça veut dire que le Dr Jekyll, dans ce cas-là, perdrait 2 points de vie. Si jamais ça avait été l'inverse, que l'attaque avait été de 3 et la défense de 5, l'attaquant ne perd pas de points de vie, c'est juste que l'attaque ne va pas passer, c'est tout, on n'a pas de contre-coup. Alors ça, c'est la règle que je vous donne, qui est de manière qui est très générale, mais en fait, tout le sel du jeu, et vous le voyez avec le petit texte qu'il y a sur les cartes, c'est que les cartes que vous allez jouer en combat, en fait, vont avoir des effets qui vont se déclencher immédiatement quand vous révélez la carte, pendant le combat, pour modifier la valeur de votre carte ou la valeur de l'adversaire, ou même des fois après le combat, pour infliger des dégâts après le combat, ou alors pour permettre à votre personnage de se déplacer ou déplacer un autre personnage après le combat. Donc là, je ne peux pas faire le tour c'est des effets qui sont extrêmement variés, qui dépendent beaucoup des personnages et des paquets. Mais par exemple, donc là, le revolver de Watson n'a aucun effet, ce qui est assez rare, mais parce que c'est une carte qui est assez forte. Mais par contre, par exemple, on regarde cette carte du Dr Jekyll, son effet va s'appliquer pendant le combat. Si vous êtes le Dr Jekyll et que vous jouez cette carte pour vous défendre, la valeur de cette carte est de 6 à la place. Donc ça veut dire que, parce que Dr Jekyll, il peut être à la fois le Dr Jekyll et le Mr Hyde, donc ça c'est un fonctionnement du personnage. Mais imaginons que là, il a été en mode Dr Jekyll, ça veut dire que cette carte, en fait, pour se défendre, elle n'a pas une valeur de 3, mais une valeur de 6. Et du coup, l'attaque ne passe pas. Et si jamais on a des effets qui doivent se résoudre en même temps, c'est toujours l'effet du défenseur qui va se résoudre en premier. Voilà. Donc ça, c'est de manière très simple la façon dont les combats vont se passer. On joue une carte, chacun joue une carte face cachée, on compare, on résout les effets, et on diminue éventuellement les points de vie. Donc le jeu va se dérouler de cette manière, les joueurs à chaque fois font 2 actions et alternent les tours de jeu, et ça se termine lorsque un des 2 héros meurt. Si jamais un acolyte meurt, comme je vous le disais, ça ne précipite pas la fin de la partie, par contre évidemment on ne peut plus jouer les cartes qui sont liées à ce héros, donc si Watson meurt, encore une fois, le joueur qui joue Sherlock Holmes ne pourra plus utiliser les cartes du Dr Watson, donc ce sera des cartes un petit peu mortes dans sa main. On en arrive aux spécificités de ce Unmatch par rapport aux autres Unmatch. Donc d'abord on a le plateau de jeu, ici c'est plutôt l'ambiance victorienne Londres 1880, et de l'autre côté, hop, on a une ambiance un petit peu plus cosy, un petit peu différente, avec une règle spécifique qui sont les passages secrets. Ce sont ces endroits qui sont ici sur la carte, en fait, qui sont considérés comme étant adjacents. On peut passer de l'un à l'autre avec un simple mouvement. Donc ça, c'est juste une petite particularité de ce terrain.
Alors, mais bien évidemment, le plus important ici, ce sont les personnages et les pouvoirs de ces personnages. Donc on commence par Sherlock Holmes, qui est pour moi le plus classique du lot. Donc son pouvoir à Sherlock Holmes, c'est que les effets des cartes Holmes et Watson ne peuvent pas être annulés par un adversaire. Donc c'est les fameuses cartes feintes ou des cartes de ce type-là, ne vont jamais venir embêter Sherlock Holmes et Watson. Alors ensuite, le paquet de Sherlock Holmes et Watson fonctionne de manière assez simple. Les cartes du Dr Watson, c'est des cartes un petit peu bourrin, comme vous l'avez vu. Le revolver de service qui fait des dégâts. La partie est lancée. Ah non, ça c'est Holmes d'ailleurs, qui fait pas mal de dégâts. Mais sinon, la particularité première de ce paquet, qui, comme je vous dis, est assez classique, c'est que les effets des cartes vont surtout vous permettre d'aller voir le paquet de l'adversaire, de consulter sa main, d'aller rechercher un petit peu de l'information. Voilà, c'est dans l'histoire de l'idée d'aller rechercher des indices, de thématiser un petit peu enquête. Et puis vous avez aussi certaines cartes qui vous permettent de prédire la carte de l'adversaire. Par exemple, pour cette carte de défense, on va jouer cette carte face visible. Vous prédisez la valeur d'attaque de la carte de votre adversaire. Et si pendant le combat vous avez prédit la bonne valeur, vous annulez tous les effets de la carte de votre adversaire et vous ignorez sa valeur d'attaque. Donc ça c'est assez fort, mais du coup il faut connaître un petit peu aussi le paquet de son adversaire. Si on ne sait pas du tout contre quel personnage on joue, c'est un petit peu plus compliqué à jouer. Pareil, par exemple ce stratagème, choisissez un adversaire, consultez sa main et choisissez une carte dont il doit se défausser. Ou alors, confirmez les soupçons. Choisissez un adversaire et annoncez une valeur. Votre adversaire doit défausser une carte de son choix dont la valeur d'attaque ou de défense correspond. Son héros subit autant de dégâts que la valeur de boost de la carte défaussée. Voilà. Ou méthode d'analyse encore. Si vous avez remporté le combat, consultez la main de votre adversaire. Donc ça, voilà. Encore une fois, les cartes de Holmes et de Watson, c'est vraiment aller chercher de l'info, essayer de prédire un petit peu ce que l'autre va jouer. Il n'y a pas des cartes extrêmement agressives, mais voilà. C'est assez classique comme personnage, mais bon, ce qui est plutôt bien, c'est que Sherlock et Watson ont quand même pas mal de points de vie, et les effets de ces cartes, en tout cas, ne sont jamais annulés. Deuxième personnage de cette boîte que je voulais vous présenter, c'était Dracula. Alors Dracula, son pouvoir, c'est qu'au début de son tour, il peut infliger un dégât à un combattant adjacent, et s'il le fait, il peut piocher une carte. Donc il faut pas, si vous êtes à côté de Dracula, il vous mord au début du tour. Sachant que Dracula, lui, il commence avec 13 points de vie, et avec 3 sœurs, donc 3 acolytes qui ont chacune un seul point de vie. Alors, Dracula, pour moi, il n'est pas évident à jouer, parce que, en fait, les acolytes qui sont ici sont pas très fortes, elles n'ont pas de très bonnes cartes, mais elles viennent surtout en appui et en soutien à Dracula, il faut bien se positionner au bon moment pour pouvoir exploiter leurs capacités, c'est pas évident à faire. Donc par exemple, la sœur qui est ici, déplacer n'importe quel combattant de 2 cases au maximum, puis infliger un dégât au combattant déplacé pour chaque sœur qui lui est adjacente. Donc les sœurs, elles sont vraiment là pour harceler un petit peu l'adversaire. Cette petite carte d'attaque là, après le combat, si vous avez remporté le combat, placez Dracula sur n'importe quelle case adjacente au combattant adverse. Donc il y a aussi quelques stratagèmes qui permettent à Dracula de se déplacer à droite à gauche sur le plateau, lui donner un petit peu de mobilité pour fondre sur ses victimes. Et puis vous avez aussi quelques cartes Dracula assez puissantes, donc la forme animale par exemple. Et en jouant ça, vous pouvez défausser n'importe quel nombre de cartes de votre main pour augmenter de 1 la valeur de cette carte. Donc ça peut faire assez mal aussi si vous jouez ça pendant le combat. Alors évidemment, c'est un peu thématique, hein, mais fondre sur sa proie, c'est Dracula qui va sucer un peu le sang de ses victimes. Vous infligez un dégât à chaque combattant adverse adjacent à Dracula, et ensuite lui il récupère des points de vie. Donc il a quelques cartes comme ça qui lui permettent de récupérer des points de vie, c'est pour ça qu'il commence un petit peu bas, même si encore une fois il faut pouvoir les jouer, c'est pas évident, il faut un bon timing pour jouer ces cartes là. Voilà, pendant le combat, ajoutez 1 à la valeur de cette carte pour chaque sœur dans la même zone que le combattant adverse. Donc encore une fois, il faut bien gérer son positionnement pour que les cartes de Dracula soient efficaces. Et puis il y a 2 autres cartes de Dracula qui sont sympas en défense, qui jouent un peu sur l'idée de manipulation mentale, gérer le paquet de l'adversaire à sa place. Donc celle-là, obéissez-moi, ça vous permet de renvoyer la carte de votre adversaire dans sa main, et c'est vous consultez sa main, et c'est vous qui choisissez la carte qu'il va jouer à ce tour-là pour vous attaquer. Donc ça c'est assez chouette. Et l'autre carte, pareil, regardez-moi dans les yeux, vous ajoutez la valeur de boost de la carte attaque de votre adversaire à la valeur de défense de cette carte. Donc voilà, vous utilisez un peu l'attaque de votre adversaire à votre avantage. Voilà. Après le reste du paquet, ça reste assez classique, vous avez des cartes qui vous permettent de renvoyer sur le plateau les sœurs qui ont été tuées, voilà, des petites choses comme ça, un petit peu thématiques autour de Dracula, mais là vous avez vu les principales spécificités de ce paquet.
troisième personnage de la boîte, c'est le Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Il est les deux à la fois. Et au début de la partie, vous allez commencer en tant que Dr. Jekyll, donc c'est indiqué sur cette petite fiole. Mais au début de votre tour, vous pouvez toujours choisir de vous transformer en Mr. Hyde si vous êtes Dr. Jekyll ou en Dr. Jekyll si vous êtes déjà Mr. Hyde. La petite particularité, c'est que quand vous êtes Mr. Hyde, vous perdez un point de vie à chaque fois que vous bougez. Vous allez me dire, le pouvoir est un petit peu pourri, pourquoi est-ce que je ne resterai pas tout le temps le Dr. Jekyll? Eh bien, c'est très simple, c'est parce que lorsque vous êtes Mr. Hyde, vous faites énormément de dégâts. C'est un personnage très très bourrin qui fait très mal, mais qui va très vite perdre des points de vie. Alors même si effectivement il commence avec 16 points de vie, ça part assez vite dès qu'il fait une manœuvre, et donc il faut bien... il y a une bonne question de timing, il faut bien gérer le moment où vous êtes Dr. Jekyll et le moment où vous êtes Mr. Hyde. C'est un petit peu comme Alice dans la première boîte, où elle pouvait être grande ou petite, mais là c'est encore plus prépondérant dans le jeu. Donc par exemple, cette carte de Mr. Hyde, elle est hyper violente. Pendant le combat, vous pouvez défausser des cartes du Dr. Jekyll et vous ajoutez 2 à la valeur de cette carte pour chaque carte du Dr. Jekyll que vous défaussez. Ça peut faire extrêmement mal cette carte-là, c'est vraiment atroce. Vous avez quoi d'autre? Alors en gros, c'est des cartes, voilà, c'est des cartes assez violentes qui permettent de taper, de ce qui à la fin du tour vont vous dire transformez-vous en Jekyll, transformez-vous en Hyde, un petit peu comme Alice dans la première boîte. Et puis des cartes qui vont vous permettre aussi de récupérer un petit peu de points de vie parce que ça va vite descendre. Donc par exemple, ici, le mal incarné, placez Mr. Hyde sur n'importe quelle case de sa zone, Mr. Hyde inflige 2 dégâts à chaque combattant qui lui est adjacent. Ça fait très très mal. Après le combat, déplacez-vous de 2 cases au maximum, transformez-vous en Mr. Hyde. Voilà. Typiquement, comment gérer aussi le timing. Le cas étrange, révélez la première carte de votre deck, infligez autant de dégâts que sa valeur de boost à un combattant adjacent, et ajoutez cette carte à votre main. Voilà, donc c'est vraiment des cartes, mais... c'est vraiment de la saloperie ces cartes-là, c'est assez violent. Tiens, voilà, les cartes si vous avez remporté le combat, récupérez 2 points de vie, récupérez 2 points de vie, piochez 3 cartes. C'est un petit peu le combattant qui, sur le long terme, si on y arrive à lui échapper, il va cramer toutes ses cartes et il va pas trop tenir. Mais il ne faut pas trop aller au contact, sinon ça risque d'être assez violent. Parce qu'il il peut quand même tenir le choc et voilà, les affrontements. Donc globalement, c'est ça, c'est l'intérêt de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est vraiment de bien gérer les transformations et de ne pas trop laisser traîner le combat. Et enfin, le dernier personnage de cette boîte, c'est l'homme invisible. Alors il est tout seul, il n'a pas d'acolyte, mais il n'en a pas besoin, il est déjà hyper pénible tout seul. Donc lui, il a 15 points de vie, et son pouvoir, c'est qu'au début de la partie, il a des petits jetons brouillard, il va placer ces jetons brouillard sur 3 zones du plateau, qui sont dans sa zone, et l'intérêt de ces petits jetons brouillard, c'est qu'il va pouvoir se déplacer entre ces jetons brouillard comme s'ils étaient adjacents, c'est-à-dire que s'il y a un jeton qui est là et un autre qui est là, il peut se déplacer de là à là pour un seul point de mouvement de manière tout à fait classique. Donc déjà ça, c'est hyper énervant. Et en plus, si vous l'attaquez et qu'il est sur une case brouillard, eh bien il va ajouter 1 à la valeur de ses cartes défense, parce qu'il est caché dans le brouillard. Donc tout ça, ça rend le personnage déjà assez bien protégé et assez insaisissable, mais c'est pas terminé, parce que la plupart de ces cartes, en fait, vont jouer justement sur cette idée de brouillard, et sur le fait que vous allez pouvoir déplacer ces petits jetons brouillard un petit peu partout sur le plateau, et l'idée qu'il va disparaître, et puis réapparaître, et taper, et redisparaître dans la foulée, etc., etc. Donc par exemple, la carte la plus emblématique de ça, c'est la carte disparue. Quand vous la jouez, vous récupérez un point de vie, vous retirez l'homme invisible du plateau, il n'est même plus là, et il va réapparaître au début du prochain tour sur n'importe quelle case du plateau. Alors s'il s'agit de votre première action, vous terminez votre tour. Voilà, c'est normal parce qu'il disparaît, du coup vous ne pouvez pas jouer une deuxième fois. Mais du coup c'est assez violent comme carte. Après, vous avez pas mal de cartes qui vont vous permettre de manipuler ces jetons brouillard, par exemple celle-là. Votre adversaire peut choisir de se défausser de une carte. S'il ne le fait pas, vous pouvez déplacer chaque jeton brouillard sur n'importe quelle autre case. Donc ça, c'est hyper violent. Et puis parce que pour l'adversaire, si vous mettez des jetons brouillard un peu partout, hop, vous allez vous circuler d'un jeton brouillard à l'autre, vous êtes complètement insaisissable, surtout si vous combattez quelqu'un qui n'a pas d'acolyte ou qui n'a pas un moyen de se déplacer rapidement. Ici par exemple, à l'affût, donc après le combat, vous piochez une carte et vous choisissez, soit vous placez l'homme invisible sur une case avec un brouillard, soit vous déplacez un jeton brouillard de 3 cases au maximum. Déconcerté, donc après le combat, votre adversaire peut se défausser d'une carte, s'il ne le fait pas, vous pouvez déplacer chaque jeton brouillard vers n'importe quelle autre case, donc ça, hop, on l'a vu tout à l'heure.
L'attaque surprise. Alors vous annulez tous les effets de votre adversaire, et en plus, si l'homme invisible est sur une case avec un jeton brouillard, vous déplacez ce jeton brouillard sur une autre case après le combat. Vous avez aussi certaines cartes qui permettent à votre adversaire de bouger les jetons brouillard, mais elles sont un petit peu plus rares. Vous avez ça également, piochez 3 cartes, puis choisissez 2 cartes de votre main et placez-les sur le dessus de votre deck dans l'ordre de votre choix, donc vous pouvez aussi avoir ce type de capacité. Déplacer un jeton brouillard sur une case sans combattant, puis placer l'homme invisible sur cette case. Donc c'est vraiment ça, hein, l'homme invisible. Alors je dis qu'il est pénible parce que moi je ne l'ai pas joué, moi en tant que joueur, j'ai tout le temps joué contre lui, et à chaque fois c'était la plaie absolue d'avoir cet homme invisible qui se balade n'importe où, qui est effectivement insaisissable. Alors c'est totalement thématique, il n'y a pas de problème, mais c'est très très difficile de se battre contre lui. Après il n'a pas non plus des cartes qui vont faire 12 points de dégâts comme le Dr Jekyll, mais voilà, il a quand même des cartes qui peuvent faire pas mal de dégâts, et il est assez bien protégé dans son brouillard. Donc c'est vrai qu'il a que 15 points de vie et qu'il va pas forcément regagner souvent de la vie, mais quand même, il est un petit peu pénible, cet homme invisible. Boum! Et voilà, c'est tout pour Unmatched Cobble and Fog. Alors, par rapport à la première boîte de Unmatched, je sais pas si je préfère ou pas cette boîte-là au niveau des pouvoirs des personnages, mais en tout cas au niveau du visuel, je trouve que tout est absolument magnifique, depuis la couverture de la boîte jusqu'au plateau, aux illustrations qui sont sur les cartes. C'est vraiment, encore une fois, au niveau de la production, il n'y a rien à dire, c'est hyper beau. C'est vraiment très chouette. Et puis au niveau des personnages, alors j'ai commencé à vous le dire très rapidement, mais là vous voyez en fait si c'est fait pour vous ou non, donc je vais pas être très long, mais en gros, Dracula et Sherlock, c'est des personnages qui pour moi sont assez classiques par rapport à la première boîte, ça diffère pas trop, ça reste sympa, je refuserai pas du tout de les jouer, hein, ils sont très cool, et puis on peut les mélanger avec les autres personnages, il n'y a aucun problème, mais ce que je préfère peut-être dans cette boîte-là, que je trouve assez sympa, c'est effectivement le Dr Jekyll, qui a un vrai caractère un petit peu différent, je trouve, et pareil, l'homme invisible, alors même si je n'ai jamais combattu avec lui, mais que je le ferai sans doute un jour quand même, qui a vraiment une manière particulière de jouer avec ces petits jetons brouillards à droite à gauche. Donc voilà, si vous aimez Unmatched, vous allez forcément aimer cette boîte, il n'y a pas de raison que ça ne vous plaise pas. Si vous n'avez pas aimé la première boîte, il y a peu de chances que vous aimiez celle-là, parce que quand même on est dans un système qui reste assez proche, on est juste sur des variations entre les différents personnages, mais ce que je trouve assez cool, c'est qu'ils ont vraiment réussi à renouveler un petit peu les choses, à garder la ligne directrice du jeu, tout en introduisant comme ça des pouvoirs spéciaux qui font que chaque paquet se joue quand même d'une manière un petit peu différente, est un petit peu unique, et si vous mélangez les combattants et que d'une boîte avec une autre, ou même d'une seule et même boîte, vous allez quand même devoir adapter votre manière de jouer en fonction de la manière de jouer du personnage que vous combattez. Et donc ça c'est quand même assez chouette. Bon après, encore une fois, il y a tous les problèmes de Unmatched ici, et sur lesquels je vais pas, que je peux pas contredire, c'est que il y a du hasard, il y a des fois des moments de la partie où les fins de partie traînent un peu, ou des fois on sait qu'on a perdu mais on est obligé de fuir la demi, ou des fois la partie se termine un peu en eau de boudin avec 2 personnes dans leur coin qui essayent d'être le dernier à piocher des cartes. Oui, ça arrive aussi dans un match, voilà, il faut le savoir, mais globalement c'est un système qui moi me plaît beaucoup, que je trouve assez plaisant et qui est très chouette comme un jeu d'affrontement assez rapide, assez simple à prendre en main pour 2 joueurs, et que je recommande, en tout cas testez-le si vous ne l'avez pas encore essayé. Voilà, c'est tout pour Unmatched Cobble and Fog. Je ferai bientôt une vidéo, j'espère, sur les 2 extensions qui sont sorties, sur le Petit Chaperon Rouge et Beowulf, et sur l'autre, j'ai oublié ce que c'était, Robin des Bois et Bigfoot, pour vous présenter un petit peu les spécificités de ces boîtes-là. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce vers le haut, et moi je vous retrouve la prochaine fois. Salut!